Bienvenue dans notre maison d'édition, l'IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. 3. Comment payer quelqu'un avec du papier blanc? Derren Brown est un showman britannique remarquable, expert dans cette discipline que l'on appelle le mentalisme. Le mentalisme repose entièrement sur la neuroergonomie, sur l'expertise du cerveau au travail, sur ses degrés de liberté, sur ses points aveugles, sur ses biais. Brown a une technique intéressante, qui suffit à faire saisir en une fois, et à n'importe qui, les enjeux de la neuroergonomie. Cette technique consiste à payer des commerçants avec du papier blanc sans même qu'ils s'en rendent compte. On peut encombrer notre cerveau, voilà comment se déroule l'un de ces tours. Brown entre chez un bijoutier new-yorkais et demande à voir une bague en platine sertie d'un diamant. Elle est à combien? 5 000 $. Ok, je vous la prends. Je vais vous payer en cash. Pour le bijoutier, la situation est sous contrôle. Brown est rentré dans son magasin, a été convaincu très facilement, il se dit qu'il l'a dans sa poche, que c'est un esprit faible, ou fragilisé, ou influençable, et que la transaction est terminée. Business as usual, tout marche comme prévu, il ne se méfie pas. Pendant qu'il emballe la bague et prépare le reçu, Brown commence alors à l'embrouiller avec des questions. Le métro le plus proche, c'est dans quelle direction? Alors vous tournez à gauche, ensuite c'est la 3e rue, etc. L'est, c'est par là? Non, l'est, c'est là. D'accord. J'ai dû penser à l'envers alors, je n'ai pas compris. C'est la 1re rue, puis à gauche. Brown encombre l'esprit du bijoutier d'une tâche spatiale, très gourmande en capacité de conscience. Ce n'est pas grave, le bijoutier est chevronné, son cerveau est habitué à empaqueter une bague tout en faisant la conversation, il agit donc normalement. C'est à ce moment précis, quand son mental conscient est saturé, que Brown envoie sa suggestion. J'étais un peu intimidé par le métro, ici, mais mon ami m'a dit. Prends-le, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'étais un peu intimidé mais tout s'est bien passé. Au moment où le bijoutier pourrait tourner sa conscience vers les billets, au moment où son cerveau attend confirmation de son esprit critique pour les encaisser, il entend « Prends-le, c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Contextualisé, cette injonction résonne avec la tâche en cours, recevoir, manipuler, encaisser une petite liasse de papier, elle influence le comportement du bijoutier parce que notre conscience ne peut pas faire 2 choses en même temps. De même qu'il n'existe aucun virus qui tue absolument tous les humains, il n'existe pas de mental trick qui fonctionne chez chacun d'entre eux. La technique de Brown ne marche donc pas à tous les coups. Lors d'une autre tentative, il échoue dans la rue, en essayant de payer un vendeur de hot-dog avec son papier blanc. La technique du vendeur se présente de cette façon. « Bonjour, dit Brown, pourrais-je avoir un hot-dog, s'il vous plaît ?» Le vendeur lui entend un. « Est-ce que vous savez où est le drugstore le plus proche? » « Oui, par là. »« Dans ce coin? » ?»« Oui. Columbus Circle Station. »« D'accord, directement là. »« Vous savez, j'ai un mal de tête horrible. Est-ce que vous savez ce qui est bon pour vous? » Il tend le papier blanc. « Ce que vous prenez pour vous sentir bien? » « Qu'est-ce que c'est que ça? » Brown essaie alors d'embrouiller le vendeur. « Vous savez que mon père a 54 ans? Qu'est-ce que c'est que ça? » « Oui, vous pouvez garder la monnaie. »« Non, ça, c'est quoi? » ?»« C'est blanc. Pardonnez-moi. » Le vendeur se met à rire, Brown lui tend de l'argent. « Tenez. J'ai cru que vous alliez vraiment l'accepter. Connard. » « Merci, mon ami, au revoir. » Plusieurs raisons semblent expliquer l'échec de Brown et on pourrait les tester de manière expérimentale. Sa technique est moins travaillée, la tâche de navigation spatiale est moins compliquée que celle qu'il donne au bijoutier, il aurait dû chercher un drugstore plus difficile d'accès. Brown ne reprend pas la suggestion utilisée pour le bijoutier. Ah, j'ai pensé à l'envers, même si la vente est maigre, quelques dollars. Le vendeur de hot-dog se méfie davantage. Il est dans la rue, un milieu plus hostile, où une plus grande vigilance est de mise. Contrairement au bijoutier, il ne s'imagine pas qu'il a mis Brown dans sa poche. La phrase de persuasion de Brown est moins percutante et moins insistante. Prends-le, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Semble plus efficace qu'un simple « Est-ce que vous savez ce qui est bon pour vous? » De même, « J'ai un mal de tête horrible. » Et moins efficace que « J'ai dû penser à l'envers ». Brown a une autre technique qui fonctionne, d'après lui, 2 fois sur 3. Elle consiste à entrer en contact avec quelqu'un et à lui prendre son portefeuille,
en pleine rue, en le laissant le sortir lui-même de sa poche. Il s'approche d'un homme sur un pont, lui porte lentement la main à l'épaule, regarde vers le sol et dit « Excusez-moi. Excusez-moi. Vous ne sauriez pas où est Pleasure Beach. Si? Pleasure Beach? » L'homme tend la main pour indiquer une direction. « Est-ce que c'est là-bas, Pleasure Beach? » Redemande Brown. « Non, c'est après ça. » Vous continuez le long de la rue, là, et après l'angle. « Excellent. Vous ne m'en voulez pas de vous demander, hein? » Il rit. « Non, non, pas du tout. » L'homme sourit. « Excellent, excellent. » Répond Brown en parlant dans sa barbe. « Et vous n'auriez pas l'heure, si? Ah non. Puis-je vous la donner? » Il lui donne une bouteille d'eau, qu'il tient à la main. « Puis-je juste prendre votre portefeuille? » L'homme avance la main pour prendre la bouteille, puis sort son portefeuille de sa poche et le donne à Brown. « C'est bon, je vais vous la reprendre, » ajoute Brown. Reprenant la bouteille, il garde le portefeuille. Puis, alors que l'homme se demande ce qui s'est passé, il dit en dévissant la bouteille, « Il fait chaud, hein? Alors donc, c'est tout droit par là, en bas de la rue, hein? » Oui, c'est bien ça. L'homme a l'air de se demander s'il n'a pas oublié quelque chose. Parfait, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Là encore, la technique consiste à saturer ce que les neuroscientifiques appellent l'espace de travail global de notre conscience, ce tableau d'affichage central de notre cerveau, pour le forcer à réaliser d'autres tâches sans esprit critique, machinalement, comme donner son portefeuille. Comment Brown s'y prend-il pour saturer la conscience de son sujet? Comme dans la technique du papier blanc, il le lance sur une tâche spatiale, puis le distrait. Mais ici, il éteint sa méfiance en lui donnant une bouteille d'eau, et exactement en même temps, lui demande le portefeuille. « Puis-je vous la donner ?» Et suivi aussitôt de « prendre votre portefeuille ». C'est ce timing, impeccable, cette connaissance parfaite des temps de réaction, qui font de Brown un excellent mentaliste. Ils lui permettent de « crocheter » l'esprit critique de son sujet, exactement comme le matériel adéquat, en agissant sur la faiblesse du dispositif, permet de crocheter la serrure. Donner la bouteille en disant « Puis-je vous la donner ?» et spécialement quand l'homme la regarde pendant qu'il la prend, confirme à Brown que son esprit critique a validé l'action. Brown vient de se créer un petit instant durant lequel son sujet n'aura pas d'esprit critique. Antérograde, c'est-à-dire sur l'action immédiate, et là, il lui demande « Puis-je juste prendre votre portefeuille ?» ce que l'homme fait, mais sur ce point, il demeure une possibilité d'esprit critique, rétrograde, c'est-à-dire a posteriori, que Brown endort en reprenant la bouteille et en distrayant son sujet. Il fait chaud, hein? L'homme s'en va, mais il ne tarde pas à revenir vers Brown, car son esprit critique a comme une dette d'analyse, et il lui faut peu de temps pour se rendre compte que quelque chose cloche. Dans un autre cas, exécuté plus rapidement et plus précisément, Brown parvient à prendre la montre, le téléphone et les clés de son sujet. Là encore, il faut peu de temps au sujet pour s'apercevoir que quelque chose ne va pas. Est-il naïf ou idiot pour autant? Pas du tout. Il a simplement fait confiance à son interlocuteur, il ne l'a pas considéré comme menaçant. Pour que la technique fonctionne, il vaut mieux, cependant, choisir une rue encombrée, avec du bruit et de l'agitation, proposer au sujet une tâche spatiale relativement compliquée et lui mettre un objet dans la main. Encombrez votre main, encombrez votre cerveau, voilà ce que fait Brown. À la main, il donne une bouteille d'eau, au cerveau, il donne une tâche spatiale. Plus vous imaginerez votre cerveau comme une main, plus vous connaîtrez ses empans. Vous saurez les actions qu'il peut ou ne peut pas réaliser en même temps, ses degrés de liberté et ses angles morts. Vous comprendrez que l'on peut mettre au point une clé de cerveau, comme on peut réaliser une clé de bras. Si vous aviez les deux bras encombrés, vous ne laisseriez pas une personne, dans la rue, vous mettre une bouteille d'eau dans les mains. Vous ne vous attendriez même pas à ce qu'elle essaye, parce que vous voyez votre propre encombrement et qu'elle le voit elle aussi. L'encombrement du cerveau, lui, est invisible. L'idée que notre cerveau n'est pas conscient de son fonctionnement, l'idée que l'activité du cerveau n'est pas autodescriptive peut s'écrire comme l'inclusion mathématique, métacognition sous-ensemble de cognition, qui se lie. La métacognition est strictement incluse dans la cognition. La métacognition, c'est la cognition de la cognition, c'est la conscience de la conscience, par exemple, et elle est incluse dans la cognition, sinon où se trouverait-elle? Toute conscience de soi reste une conscience par exemple.
La métacognition étant nécessairement plus petite que la cognition, il nous reste un excellent moyen de surmonter nos limites individuelles, autrui. Les autres nous voient sous des angles que nous ne comprenons pas, de sorte qu'ils peuvent nous informer sur notre comportement, dans un processus de métacognition qui serait susceptible, in fine, de dépasser notre propre connaissance. En gros, si on remplace le terme de métacognition par la formule « connais-toi toi-même », on prend la mesure du potentiel humaniste de la neuroergonomie. Pour l'heure, nous ne réalisons pas à quel point notre cognition est encombrée de comportements stéréotypés, d'assumptions, de conditionnements, ou simplement de pensées parasites. Quiconque comprend l'encombrement cognitif comprend la neuroergonomie. Notre cerveau est saturable. Parmi les techniques de Derren Brown, il en est une qui permet d'illustrer les notions d'activité spontanée et évoquée. Notre cerveau, comme notre cœur, ne s'arrête qu'à notre mort. Son régime de fonctionnement et sa consommation d'énergie changent selon la tâche, mais tant que nous vivons, que nous soyons en sommeil ou en éveil, il est actif. Notre activité cérébrale est essentiellement spontanée. Pendant plusieurs siècles, notamment sous l'influence du mouvement philosophique empiriste, on a cru que le fonctionnement du système nerveux reposait essentiellement sur l'activité évoquée, donc sur ses entrées. C'est le cas d'un robot aujourd'hui. Le défaut d'activité spontanée est l'une des raisons pour lesquelles les robots actuels n'atteignent pas l'ombre de nos performances, notamment en termes d'apprentissage, d'adaptabilité et de reconnaissance de forme. 9 des 10 connexions qui relient la rétine et le cerveau sont des connexions descendantes, c'est-à-dire qu'elles vont du cerveau à la rétine et non l'inverse. Il y a peu, dans une caméra portée par un robot, une telle proportion n'était guère respectée. Bien sûr, notre système nerveux n'utilise quasiment jamais une connexion d'une seule façon. On peut trouver, par exemple, une propagation antérograde de signal le long d'un axone censé être la sortie d'un neurone, et non son entrée. Pour autant, le fait que 9 des 10 connexions entre le cerveau et la rétine portent de l'information du cerveau vers elle nous prouve que l'activité intrinsèque de notre esprit est essentielle à la perception du monde extérieur. L'activité spontanée du système nerveux est première, elle commence chez le fœtus et joue un rôle déterminant dans le développement du cerveau sain in utero. L'activité spontanée peut aussi empêcher un signal d'accéder à notre conscience, et c'est ce phénomène qui contribue à la saturabilité de nos émotions. Réaction, mémoire, attention, il n'y a rien dans notre cerveau qui ne soit saturable, nous l'oublions trop souvent. Prenons un système électrique. Pour lui éviter de brûler, on y installe des fusibles, qui sautent en cas de surcharge. Notre cerveau fonctionne de la même manière, car il est construit sur la saturabilité. Ces réactions ne sont pas linéaires avec la stimulation, mais souvent logarithmiques, ou plus simplement asymptotiques. Exemple de réaction logarithmique à la stimulation, la psychoacoustique, c'est-à-dire la façon dont nous percevons les sons. On mesure l'intensité d'un son en décibels, et c'est une échelle logarithmique, parce qu'un son de 100 décibels est 10 fois plus puissant qu'un son de 90 décibels, mais notre cerveau, lui, ne le perçoit pas comme tel. Il en va de même pour les concentrations, de sucre, par exemple, ou de protons, dans la nourriture que nous consommons. Une eau à pH 7 est 10 fois moins concentrée en protons qu'une eau à pH 6, et même s'il est facile d'affûter sa langue pour le ressentir, la plupart des gens ne font pas la différence. Un thé 10 fois dilué apparaîtra bien 10 fois plus clair dans une tasse transparente. En revanche, un jus de citron, pH 2,2, ne nous semblera pas plus acide que du vinaigre, pH 2,8, qu'il est pourtant 6 fois moins. Si l'on examine notre sens du goût, il décrit bien à quel point notre système nerveux est adapté aux usages de la nature et à la survie, et à quel point certains principes de son organisation sensorielle se retrouvent dans l'organisation de notre vie mentale, que ce soit du point de vue de la mémorisation ou de la perception. Notre cerveau souligne bien plus les signaux négatifs que les signaux positifs. Il met davantage en évidence la punition que la récompense parce que, dans la nature, la punition est risque de mort tandis que la récompense est chance de repas. Les deux situations ne jouent pas de la même manière sur notre survie, comme en témoigne le dicton suivant. Pourquoi le lapin court-il plus vite que le renard ? Parce que le renard court pour un dîner, et le lapin pour sa vie. Tout de même, si le renard échoue un certain nombre de fois, il finit par mourir. Mais la probabilité observée qu'un renard attrape une proie dans la nature reste en faveur de la proie. C'est le life dinner principle. Ce même principe se manifeste dans notre sens du goût. Ainsi, nous relevons peu le goût sucré, alors que nous sommes extrêmement sensibles, et même le plus sensible, au goût amer, que nous relevons à de très faibles concentrations.
Pourquoi? Parce que l'amertume est associée aux molécules qui ont un effet sur notre système nerveux, comme la caféine, un poison pour les mammifères dans l'évolution, ou comme la conine, un des principes actifs de la grande ciguë. Nous allons le voir, la façon dont notre cerveau met en valeur les signaux olfagogustatifs de mort imminente est comparable à celle dont il traite les nouvelles impliquant un risque de mort, de sorte que nous faisons preuve d'une véritable sidération envers les émotions fortes, en particulier de violence et de peur. Cette sidération peut être addictive. Notre système nerveux a plusieurs manières de nous mettre en garde contre ce qui peut nous tuer. Soit il nous dote d'un nombre supérieur de récepteurs par centimètre carré de langue, ou bien de récepteurs plus puissants, soit il module notre activité mentale spontanée pour souligner le signal, ce phénomène relevant de ce qu'on appelle, en langage commun, l'attention et la vigilance. Mais revenons-en à la saturabilité du cerveau, qui illustre parfaitement le fonctionnement de notre rétine. On pourrait s'imaginer que cette dernière envoie au cerveau un signal proportionnel à l'intensité de la lumière qu'elle reçoit, or, c'est l'inverse qui se produit. À l'obscurité, le signal envoyé par la rétine est maximal, et en situation d'éblouissement, il tombe à zéro. Pourquoi ce choix évolutif? C'est que l'obscurité est limitée, alors que l'éblouissement ne l'est pas. C'est donc un moyen pour notre système rétinien de fixer son maximum de réponse dans un environnement dont il ne connaît pas, à l'avance, le maximum de stimulation. Physiquement certes, notre rétine brûle si nous l'exposons au soleil direct, mais en termes de seule intensité lumineuse, son signal est éteint par la lumière. Élargie à la psychologie des foules et à la géopolitique, la comparaison entre réponse limitée et illimitée éclaire d'une lumière nouvelle la doctrine du « choc et de l'effroi », Shock and Awe, mise en application par les États-Unis durant leur tristement célèbre invasion et occupation de l'Irak. Publiée par Wade et Ullman, en 1996, et développée à la National Defense University des États-Unis, cette doctrine est encore une preuve que l'on peut être brillant et inhumain, et nous montre qu'il faut adjoindre la sagesse à nos sciences, sous peine de perdre notre humanité. Choqué et impressionné, c'est infliger à l'ennemi une manifestation si brutale, si massive, si rapide de ses capacités de destruction qu'il devrait, en théorie, perdre toute volonté de se battre. Cette doctrine, également appelée Full Spectrum Dominance, dominance sur tous les fronts, reflète l'état d'esprit post-guerre froide d'une certaine frange de l'establishment de défense américain, et si elle est un mirage stratégique absolu, elle est un excellent diagnostic de son hybris ambiante. Les nations, comme les humains, ont une vie mentale, une psychologie, et des maladies de l'âme. J'ai pour ma part retourné le problème et, en me basant sur mes études en neurosciences cognitives, je me suis forgé une doctrine stratégique totalement opposée. J'ai supposé que la démonstration massive des armes de construction, dans une logique d'espoir et de « faire ensemble », était bien plus à même de produire un résultat stratégique fort que le Shock and Awe. Cette doctrine géopolitique s'inscrit dans un cadre plus vaste, selon lequel les armes de construction massive sont plus puissantes que les armes de destruction massive, moins chères, plus efficaces sur le court et le long terme, et, de surcroît, plus demandées dans le monde. Un peuple choqué par la destruction est acculé au désespoir, et le désespoir est dangereux, ce n'est pas pour rien que l'on appelait autrefois les bandits des desperados. L'espoir, lui, n'a pas de limite. Soumettre un peuple et sa vie mentale par la peur, c'est une démarche qui n'a qu'une seule limite, le mur du suicide. Or, il est évident que la guerre débutée en Irak en 2003 a créé un énorme réservoir de désespérés, que l'on voit se manifester aujourd'hui. Mais revenons-en aux activités du cerveau, et analysons une autre technique de Derren Brown, celle où il conditionne un sujet à se sentir ivre alors que ce dernier n'a rien bu. La plupart des symptômes de l'ivresse tiennent à une inhibition du cortex préfrontal qui, lui-même, inhibe certains de nos comportements instinctifs. Pour faire simple, si le cortex préfrontal est inhibé, nous sommes désinhibés, d'où les symptômes de l'ivresse. Puisqu'elle augmente la confiance en soi et réduit la part du doute dans la planification d'une tâche, la désinhibition peut augmenter les performances et stimuler la créativité dans certaines tâches, comme la résolution de problèmes ou l'écriture, mais pas dans la conduite, vraisemblablement. Dès 1987, des chercheurs ont observé une hausse de la performance, après administration d'une petite dose d'alcool pur, sur une tâche motrice exigeant vitesse et précision. Les deux doses testées étaient de 0,33 ml puis 1 ml en équivalent d'alcool pur par kilo, soit environ une pinte et 3 pintes de bière à 6% pour une personne de 90 kg. La première dose, une pinte,
augmentez sensiblement la précision, mais pas la vitesse. La deuxième, 3 pintes, réduisez la vitesse sur une tâche et la précision sur une autre. La conclusion de tout cela, c'est que si l'inhibition réduit les performances, une substance propre à inhiber cette inhibition, et administrée dans un dosage précis, peut les améliorer à nouveau. Cette vieille pratique qui consiste à lutter contre le trac par une petite dose d'alcool se trouve validée expérimentalement. La désinhibition chimique permet d'augmenter nos performances justement parce qu'elle joue un rôle sur notre tendance à douter de ces dernières. Or, comme notre cerveau en sait beaucoup moins sur lui-même que ce qu'il peut réellement faire, métacognition sous-ensemble de cognition, notre tendance au doute n'est pas toujours en phase avec nos performances possibles. Nous avons en nous des performances captives, aussi bien sur le plan cognitif que sur le plan physique, et nous pouvons les libérer à certaines conditions, par exemple sous adrénaline. Mais ne perdons pas de vue que si la nature ne les a pas sélectionnées, c'est qu'elle a eu des raisons de ne pas le faire, raisons qui nous dépassent et face auxquelles il nous faut rester humbles. Quoi qu'il en soit, l'existence de ces performances captives vient confirmer que nous pouvons libérer notre cerveau de ses automatismes et de ses peurs. Ce que nous savons est plus grand que ce que nous pensons savoir, et ce que nous savons faire est plus grand que ce que nous pensons savoir faire. Par ailleurs, notre cerveau a tendance à se conformer à ce qu'il croit de lui-même, et de fait, lorsque nous nous persuadons que nous sommes incapables de réaliser une tâche, nous avons beaucoup plus de chances d'y échouer. C'est un cas typique de prophétie autoréalisatrice. Nos performances pourraient-elles être améliorées sous hypnose? Sans doute, car l'hypnose relève en partie d'une inhibition du cortex préfrontal, qui alimente notre esprit critique, nos doutes. L'expérience de Derren Brown sur le sujet faussement ivre est fascinante parce qu'elle montre que l'activité spontanée du cerveau peut éclipser son activité évoquée. Pour enivrer son sujet par suggestion, Brown lui demande de se souvenir exactement de l'effet que produit l'ingestion d'une bière. La précision est essentielle, car il s'agit de convoquer une myriade de souvenirs associés à l'ivresse, de sorte que le cerveau se souvienne mieux de cet état, et d'une façon plus convaincante. Un des ressorts de l'hypnose, c'est aussi de mettre le sujet dans un état confortable, plus confortable que celui de sa vie mentale quotidienne. Plus le sujet ressentira le différentiel de confort, plus il sera réactif à l'hypnose, parce que l'hypnose désinhibe, détend, efface le doute et l'anxiété, et nous plonge dans un état que nous ne voulons pas fuir. Comme Don Corleone, l'hypnose fait à notre vie mentale une offre qu'elle ne peut pas refuser, et c'est ce qui la rend si théâtrale sur scène. Elle nous donne l'impression que le sujet est hypnotisé contre son gré, alors qu'il a envie de l'être et que cette envie l'étonne lui-même, surtout s'il n'a jamais été hypnotisé auparavant. Derren Brown demande à son sujet de décrire la sensation que procure l'ingestion d'une gorgée de bière, la chaleur, le goût, etc. Il lui demande de ressentir précisément l'effet que produit la bière sur sa bouche, sa gorge, puis sa tête, et ce d'une façon répétée, comme s'il buvait plusieurs pintes d'affilée. Quand l'activité spontanée est suffisamment solide, elle évoque des souvenirs associés, comme les effets physiologiques de l'ébriété, et cette évocation est d'autant plus efficace que le sujet veut se sentir ivre, car l'ivresse est une sensation agréable, un choix que son cerveau n'a pas envie de refuser. Quand nous nous souvenons d'une sensation, notre cerveau la reproduit quasiment de la même façon que lorsqu'elle est évoquée par le monde extérieur. Ce cas de neuroergonomie a suggéré aux philosophes l'idée que nous sommes, dans une certaine mesure, des cerveaux dans une cuve, puisque tout ce que nous ressentons relève d'une activité cérébrale, et qu'une activité cérébrale spontanée est capable de nous faire croire qu'elle est produite par un stimulus extérieur. Dans les traditions philosophiques antiques, cette notion a été décrite par Platon, avec l'allégorie de la caverne, et par Chuang-Tzu, avec le rêve du papillon. Plus récemment, elle a inspiré aux frères Wachowski la saga cinématographique Matrix. Cécité d'inattention et cécité au changement, le cerveau a des degrés de liberté et des mouvements impossibles. L'évolution, qui est un excellent designer, puisqu'elle produit des systèmes incroyablement adaptés, cache les imperfections de ses productions aussi bien à elles-mêmes qu'à leurs proies ou leurs prédateurs. Il existe, par exemple, une imperfection intrinsèque à notre système optique. On l'appelle la tache de Mariotte, c'est le point aveugle de notre rétine, dépourvu de photorécepteurs, qui correspond à l'endroit où s'insère le tractus optique. Ce point aveugle n'apparaît pas dans notre champ visuel et nous ne relevons pas une tache noire en plein milieu de notre vision. Pourtant, il est bien réel, de même que notre cerveau peut nous faire douter de nos capacités, il peut nous dissimuler ce que nous ne savons pas, ce que nous n'avons pas vu, etc.
On peut donc le prendre en défaut, le « hacker », comme on dirait en informatique, et c'est notamment ce que fait l'hypnose, en acquérant les droits d'administrateur sur notre cerveau, en court-circuitant notre esprit critique. Le cerveau n'est pas un ordinateur, mais s'il fallait le comparer à une machine, on serait impressionné par sa rapidité de démarrage. Elle tient au fait que, contrairement à une machine, il est constamment en mouvement. De même que le vélo a un moment angulaire qui contribue un peu à le maintenir droit lorsqu'il est en mouvement, le cerveau a un moment cognitif. Son activité en cours peut le rendre plus sensible à un stimulus extérieur. C'est le phénomène de vigilance, ou à une connaissance entrante. C'est le phénomène de résonance cognitive, qui survient lorsque ce que nous venons d'apprendre s'insère parfaitement dans nos schémas de pensée. À l'inverse, lorsque ce que nous venons d'apprendre entre en conflit avec nos schémas de pensée, se produit la dissonance cognitive, qui peut nuire à notre apprentissage, et enfin, dans le cas d'un stimulus sensoriel, la cécité d'inattention, inattentional blindness. Je n'ai pas de meilleur exemple de la cécité d'inattention que ces vidéos YouTube qui ont déjà fait le tour du monde. Deux équipes de basketteurs, l'une en gris, l'autre en blanc, se font des passes. Le spectateur est invité à compter le nombre de passes que se fait l'équipe blanche. À la fin de la vidéo, on lui donne le nombre exact et on lui demande s'il a remarqué quelque chose d'étrange. Dans l'une des vidéos, c'est un homme déguisé en gorille qui passe dans le champ en se frappant le torse. Dans une autre, il est déguisé en ours brun et traverse le champ en moonwalk. La majorité des sujets ne remarquent pas consciemment le gorille ou l'ours brun parce qu'ils sont trop absorbés par le décompte des passes. On peut prouver que leur cerveau a bien vu quelque chose, mais la tâche en cours bloque l'accès de cette information à leur conscience, qui est un espace limité et qui a besoin de concentration pour réaliser une tâche. Henri Bergson avait raison. L'œil ne voit que ce que l'esprit est préparé à comprendre. Des chercheurs comme Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux ont conçu, sur plus de 20 ans, un modèle informatique qui rend compte de ce mécanisme et grâce auquel ils ont obtenu des prédictions assez précises sur son timing et sa réplicabilité. L'activité mentale en cours peut contrôler l'accès à la conscience. Ce phénomène est connu des infirmières expérimentées. Si vous devez pratiquer un examen douloureux sur un patient, de la prise de sang à la ponction lombaire, vous pouvez détourner son attention en lui posant une question de culture générale. Quelle est la capitale de la Mongolie? Combien font 13 par 11? Citez-moi deux vins piémontais? Le sujet va chercher la réponse, et sa conscience sera insensible à la douleur pendant une demi-seconde environ. L'information de cette douleur aura bien été relevée, notamment par les nocicepteurs de la peau, mais elle n'aura pas accès à la conscience, dont l'attention limitée a été accaparée par la tâche cognitive. La conscience semble être un véritable espace de travail, capable d'afficher une seule chose à la fois. Un grand nombre d'objets de la vie mentale, ou NOEM, comme les appelait Edmund Husserl, se battent pour y accéder, dans un bouillonnement incessant. Et la dynamique de ce combat, c'est « winner takes all », seul le NOEM gagnant semble avoir accès à notre conscience. Or l'objet, gagnant, peut avoir été aidé par notre attention, ou par une stimulation du monde extérieur. En principe, si notre cerveau voulait se fermer entièrement à la stimulation extérieure, il le pourrait. C'est d'ailleurs ce qu'il réalise sous anesthésie. Mais il n'est pas du tout impossible d'atteindre les mêmes performances sous hypnose ou par une pratique assidue de la méditation. Du point de vue neuroscientifique, cette dernière n'est rien d'autre que le contrôle de notre vie mentale spontanée, quiconque a essayé d'observer son propre cerveau en fonctionnement, ne serait-ce que par l'introspection, a déjà fait de la neuroergonomie. Les philosophes antiques, les chamans, les moines bouddhistes, les soufis et tant d'autres ont observé l'esprit au travail. Une métaphore revient souvent dans leurs écrits. L'esprit est comme une eau qui peut être agitée ou calme. Cette métaphore, si simple et si belle, permet de comprendre les notions d'activité spontanée et évoquée. Imaginons l'esprit comme la mer et le message comme une onde. Sur une mer démontée, l'onde ne laissera aucune trace. Sur une mer parfaitement calme, elle sera parfaitement transmise. Autre idée, très présente dans le soufisme, l'illusion répandue d'un esprit unifié dans l'enchaînement de ses noèmes, d'un courant de conscience, alors qu'il est le résultat de forces contraires en compétition pour l'accès à la conscience. Si l'introspection est irremplaçable pour faire avancer la connaissance de l'esprit, notre vie mentale n'est pas naturellement consciente, elle est même majoritairement inconsciente, car la conscience est très coûteuse en énergie pour le fonctionnement cérébral. La majorité de nos actions et de nos décisions doit être inconsciente,
automatique, et dépenser un minimum d'activité neuronale. Cela s'observe en imagerie, dans la conduite d'une voiture, la réponse neurovasculaire, soit la consommation d'oxygène impliquée par la tâche, est plus grande chez le conducteur amateur que chez le conducteur chevronné. À tâche égale, le cerveau de l'amateur consomme plus d'énergie que le cerveau de l'expert. Si notre vie mentale nous était totalement consciente, il n'y aurait pas de neuroscientifique car chacun saurait expliquer comment fonctionne son cerveau. Je n'ai pas dit qu'une telle prouesse était impossible, mais dans l'état très limité de nos sciences expérimentales, elle relève de la croyance. Sachant que le cerveau d'un expert réalise la tâche sans même y penser, il n'est pas surprenant que dans le tour de Darren Brown, le bijoutier chevronné se laisse payer par des billets blancs alors que le vendeur de hot-dog, qui a moins d'heures de pratique que lui, ne s'y laisse pas prendre. Les maîtres arts martiaux savent que la marque de l'expert, c'est sa capacité à réaliser des mouvements sans y prêter attention, et à s'ajuster à la posture adaptée sans y réfléchir. Quelle que soit la discipline, sport, danse, ce que le maître possède en plus, c'est la capacité à verbaliser ce qu'il fait. Les mouvements du corps et de l'esprit, dans leur immense majorité, ne sont pas naturellement accessibles à notre langage. On sait faire un nœud de cravate, monter à vélo ou nager, mais on ne sait pas forcément l'écrire à quelqu'un. D'autres exemples illustrent la manière dont le cerveau nous cache son manque de conscience. La cécité au changement, par exemple, est très proche de la cécité d'inattention. Elle aussi a été mise en vidéo d'après des pilotes réalisés par le psychologue Dan Simmons, à Harvard, et est devenue depuis une source de plaisanterie à faire en public. Le dispositif est le suivant. Un étudiant se tient derrière un comptoir, vers lequel est dirigé le sujet de l'expérience. L'étudiant du comptoir l'invite à remplir un formulaire, puis, prétextant avoir fait tomber son stylo, se cache derrière le comptoir et laisse un autre étudiant prendre sa place. Tant que les deux étudiants derrière le comptoir ont plus ou moins la même silhouette et la même odeur, un bon tiers des sujets de l'expérience ne remarquent pas consciemment la substitution. Dans un autre dispositif, un étudiant demande à un sujet abordé dans la rue de le prendre en photo dans une certaine pose, mais entre-temps, deux autres personnes passent entre lui et le photographe, en transportant un grand panneau de bois. Caché par le panneau en mouvement, le premier poseur s'en va et il est remplacé par une autre personne, dans la même pose. Une fois de plus, dans un tiers des cas, la personne qui tient l'appareil photo, trop concentrée sur le cadrage et la mise au point, ne remarque pas que son modèle a changé, pour peu qu'il ait la même apparence générale. Notre cognition est partielle, on le constate également quand on observe un panorama ou une œuvre d'art. À notre empan visuel, déjà limité par l'angle de notre vision, puis par notre fovea, plus réduite que ce que notre champ visuel nous laisse croire, il faut ajouter notre empan mental. Comme nous le verrons dans la partie suivante, si vous contemplez Rome, vous ne pouvez pas visualiser chaque intérieur de chaque bâtiment. De même pour une œuvre d'art ou pour une personne. Toute œuvre, toute personne forme un objet trop vaste pour être chargé entièrement dans la conscience. Retenons pour le moment que le cerveau, comme la main, a des articulations, des effets de levier et des angles interdits. De même que tous les gestes et mouvements réalisés par notre main sont infiniment plus restreints que tous les gestes et mouvements possibles, tous les gestes et mouvements cérébraux réalisés dans notre vie ne sont rien par rapport à tous ceux que nous pourrions réaliser. En cela seulement, il est vrai nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. En fait, la consommation énergétique d'un ordinateur qui simulerait le fonctionnement cérébral, et encore, à un niveau de détail très faible, serait très supérieure à la consommation effective du cerveau, qui demeure cependant la plus élevée de notre corps par gramme. 2% de notre masse mais 20% de notre consommation énergétique. Comme le dit Stephen Smith, neuroscientifique à Stanford, il y a au moins 125 000 milliards de synapses dans le seul cortex cérébral, c'est à peu près le nombre d'étoiles dans 1500 voies lactées. Nous avons déjà du mal à simuler le reploiement des protéines, alors le fonctionnement total et parfait d'une synapse nous échappe encore, sur ordinateur, mais même en assimilant la synapse à un transistor, 125 trillions de transistors seraient équivalents à un supercalculateur du type Titan de Cray, 177 000 milliards de transistors, opérationnel en 2012. Or une synapse est encore très supérieure à un transistor, mais la consommation énergétique de Titan est très largement supérieure à celle de notre cerveau. Quant à la valeur économique de la seule initiative Human Brain Project, EPFL, Heidelberg, Université de Lausanne, etc. Une première tentative de simuler un peu le cerveau, elle sera d'au moins 1,2 milliard d'euros, pour plus de 7150 hommes par an.
On comprend que notre cerveau, cette grosse méduse de 1,2 kg, comme le dit Bruno Dubois, gagne beaucoup à être connu. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.